C'est une histoire horlogère qui dure depuis bientôt 170 ans. Marquée par le sceau du ministère de la Guerre avec la livraison en 1954 de chronographes Flyback. Auricoste, c'est aussi une formidable aventure familiale lorsque Claude Torgmann reprit la marque en 1983. Je suis très ému d'accueillir Claude et son petit-fils Alexis Duportal qui vont nous raconter cette formidable épopée et nous présenter la collection actuelle Auricoste. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de parler de l'avenir et des nouveaux projets de la marque. Les amis, restez avec nous, on largue les amarres, c'est parti pour un nouveau start-upper. Bonjour Claude, bonjour Alexis. Bonjour Xavier. Je suis ravi de vous accueillir. Claude, je m'adresse à vous tout de suite. Auricoste, horloger de la marine, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça signifie que c'était une très longue histoire, longue parce que elle a commencé en 1854 et passionnante également parce qu'au cours de ces 170 ans, Auricoste a réalisé des choses exceptionnelles. Exceptionnelles sur le plan technique, sur le plan réputation de la marque, sur le plan du savoir-faire. Et c'est un héritage de toutes ces années d'expérience qui fait que nous sommes là aujourd'hui. C'est fantastique, je suis amateur de montres, les abonnés de la chaîne le savent. Auricoste, c'est, je vais dire, mondialement connu pour ses chronographes Flyback, livrés à, j'ai dit, l'armée française, le ministère de la Guerre. Concrètement, comment ça s'est passé ? Il y a eu un appel d'offres, si j'ai bien compris, du ministère de la Guerre, et Auricoste a été retenu pour fournir ces montres-là ? Oui, alors faire un break dans son histoire, le ministère de la Guerre a lancé un appel d'offres. Ouais. Il estimait que les pilotes avaient autre chose à faire que de manipuler un chronographe avec la touche départ, touche arrêt, touche remise à zéro, rouge sur le départ. Ils avaient autre chose à faire au pilotage quand il s'agissait de déclencher des opérations en quelques secondes. Donc ils nous ont demandé, dans ce cahier des charges, à ce que cette opération soit simplifiée. En fait, nous avons ramené toutes ces opérations à une opération, le flyback, c'est-à-dire retour en vol. À savoir que le chronomètre tourne et quand on appuie sur un poussoir, il revient à zéro et repart instantanément. Ce qui fait qu'avec une pression, on a le départ du temps à chronométrer. Voilà. Ça, c'est utile donc, pour un pilote ? Ça, c'est en gros. Nous avons été 3 firmes à répondre à ce premier appel d'offres. C'est Dodan, Vista et nous. Plusieurs milliers d'exemplaires nous ont été commandés, que nous avons livrés. Et c'est ce qui nous a fait rentrer au ministère de la Guerre, dans le réseau armé de l'air. Mais, pour préciser, nous étions depuis le début du siècle dans la Marine nationale, puisque nous avons livré pratiquement tous les bateaux de guerre français, espagnols, italiens, Nouvelle-Zélande, etc., même un porte-avions américain, avec les horloges de bord, les horloges mères, et ce qui ont fait notre réputation, c'est à savoir les cuirassés. À l'époque, il y avait des cuirassés, les torpilleurs, les frégates, les sous-marins atomiques, les SNA, tous les porte-avions. Oui. Et nos derniers bateaux étaient le porte-avions Charles de Gaulle et la Foudre, un lancement, un bateau de transport de chaloupe de débarquement. Donc nous étions en rapport avec l'armée depuis pratiquement toujours. Bien sûr, bien sûr. Et c'est à ce titre on va dire, fournisseur d'horloges de bord et on va dire, de l'heure. Vous appelez ça l'heure Auricoste, je crois. C'est à ce titre que vous avez été consulté, que la marque a été consultée à l'époque et qu'elle a pu répondre à cet appel d'offres et en étant sélectionnée justement pour fournir ces chronographes Flyback. Oui, de toute manière, nous étions référencés dans les armées et donc tous ces réseaux de l'heure qui ont équipé tous ces fameux bateaux,
tous ces réseaux-là ont fait que notre réputation était établie et donc nous avons pu participer à cet appel d'offres. Ouais. Les amis, on a la chance, Claude et son petit-fils Alexis, et je crois qu'il y a ton oncle aussi, Alexis, qui est dans la partie. Ils sont venus avec des emblèmes historiques de la marque. Hein. Vous pouvez voir à l'écran un chronographe à main Oricost, qui est là pour le coup, on est plutôt en quelle année? On est en 1900, 1910, 1920 par là, pour les chronographes à main? Oui. Oui, ok. Et derrière vous, là, au milieu, on a, j'imagine, une horloge de bord issue d'un navire de la marine française? D'un bâtiment de la marine nationale, totalement. Ouais. On reconnaît ce qui est marqué justement MN pour marine nationale. Ok. Les amis, vous savez que j'ai l'œil, et j'ai vu que Alexis portait une vintage, hein, je l'ai repéré tout de suite. Claude, vous avez le dernier modèle, type 20, le Oricost Flymaster. Flymaster Flyback. Ouais, c'est ça. Alors d'un côté, il y a un modèle de quelle année, Alexis? Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est équipé en 54, mais la mienne, c'est un modèle civil, plus des années 70. Oui. Et là, on voit la différence, c'est par rapport à la lunette et au tritium, justement, sur les chiffres. Parce que sur les civils, il y en avait beaucoup plus. Ouais. Et aussi Donc ça veut dire qu'il y en avait moins pour les militaires? Il y en avait moins pour les militaires. C'était des montres qui coûtaient... Pour quelle raison? Pour une affaire de coût? Pour une affaire de coût, c'est ça, à grande échelle sur la production. Les militaires, justement, avaient des montres qui coûtaient un peu moins cher. D'accord. Il y avait une plus belle finition sur le civil. Ok, je comprends. Donc ça veut dire que le design d'une Type 20 à l'époque, le design, les fonctionnalités, tout ça répondait au cahier des charges du ministère de la Guerre. C'est exact. Ok. Ce qui explique que, pardonnez-moi la question, que vos confrères de l'époque, Dodane, je pense à Dodane, grande marque française également de Besançon, ce qui veut dire que deux chronographes Type 20 de même époque pour le même cahier des charges sont mécaniquement des montres qui se ressemblent énormément. Ça allait jusqu'où la précision du cahier des charges? Il fallait que ce soit surtout très lisible, exploitable avec ce fameux retour en vol, et qu'elle soit très sobre. Voilà, bien entendu de bonne qualité évidemment, puisque c'était pour l'armée. Et donc, fatalement, elles se sont toutes retrouvées et elles se ressemblent pratiquement toutes. Un Type 20 est reconnaissable, quelle que soit la marque, pratiquement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez cité une troisième marque qui était Vista. C'est intéressant. Dans l'imaginaire populaire du collectionneur, on a plus en tête Oricost et Breguet. Breguet a peut-être a forcément une histoire dans l'horlogerie qui est plus importante de par son fondateur, lui-même horloger, etc. Mais c'est vrai que pour avoir vu des Maté Tissot, qui est une autre marque qui a fourni des types 20 après, quand on a sous les yeux trois types 20, que ce soit d'Oricost, d'Odane ou de Maté Tissot ou de Breguet, on est vraiment sur des modèles qui sont extrêmement similaires. Et là, c'est vraiment le fruit de la contrainte de la commande militaire. Ça veut dire que l'armée, à l'époque, vous achetait ces montres. Absolument. Ok. Donc toi, Alexis, quand tu dis c'est une civile, ça veut dire qu'elle n'est pas marquée au dos, soit du matricule, soit de l'escadron, soit de la destination. Elle n'a pas la même utilité aussi. C'est-à-dire que c'était pour des aviateurs, donc la lunette, justement, était un peu striée pour permettre, justement, avec les gants d'aviateurs, de la tourner plus facilement, ou même la couronne était plus grosse. C'est-à-dire que quand, justement, la montre est passée du militaire au civil, on l'a réadaptée, justement, pour le marché. Ok, ça marche. Et c'est pour ça que la réédition qu'on a fait après donc, de la Flymaster Type 20, qu'on a sortie récemment, on l'a repris donc les caractéristiques de la civile, mais en gardant justement un cahier des charges militaire sur le flyback et la lisibilité. Ok, je comprends. Donc là, en fait, vous l'avez fait exprès tous les deux. Vous, Claude, vous êtes venu avec le dernier bébé de Oricost, c'est-à-dire la Flymaster. Et toi, Alexis, tu es venu avec la Vintage. C'est ça, on a un peu inversé les rôles. Alors justement, cette Flymaster nouvelle génération, elle est sortie quand? Cette Flymaster, elle est sortie en 2021. Oui, ok. Si je dis bien. Ce que j'ai là, justement, juste ici. Ouais, elle existe en 2 lunettes, je crois. Alors on a 2 lunettes. Ouais. On a la lunette plongée. Oui. Donc celle que j'ai là. Et on a aussi après la lunette 12 heures.
Ok. On a la lunette 12 heures et on l'a fait en 39 mm, justement pour se rapprocher en fait de plus en plus du modèle original. La vintage que tu as au poignet, elle est en combien? La vintage que j'ai au poignet, elle est en 39. Si je dis pas de bêtises, elle est en 39. Ok, donc là, 2 lunettes distinctes, 12 heures et on va dire plongée. Oui. Plongée avec un flyback, c'est entre guillemets original, mais ça, c'est deux types de lunettes qui ne faisaient pas partie du cahier des charges de l'époque, des types 20. Non. Okay. C'est nous qui avons justement voulu rajouter en tant qu'horloger de la marine, puisqu'elle a quand même 50 mètres d'étanchéité. Oui. Donc on l'a poussé justement cette relation mer-air-terre. Ok, je comprends. Comment ça se... Claude, vous avez quelques années de plus que moi. Comment ça se passe pour une marque comme Auricoste, le processus de revisiter, décliner, relancer un modèle emblématique qui a 70 ans, qui aura 70 ans entre guillemets l'année prochaine. Vous avez votre propre cahier des charges par-dessus le cahier des charges de l'époque, vous faites appel à des équipes extérieures, vous avez un designer en interne, vous passez par une agence de design. Comment ça se fait pour revisiter quelque chose qui est symbolique d'une certaine époque horlogère? Vous savez, l'histoire d'horlogerie a beaucoup évolué ces derniers temps, énormément. On peut dire qu'elle est même partie dans tous les sens. En fait, avant, le boulanger faisait du pain, le charcutier du jambon, les marchands de mode, les concepteurs de mode des vêtements. Mais maintenant, les montres, tout le monde en fait. Les fabricants de stylos, les fabricants de lunettes, les fabricants de... N'importe qui peut faire maintenant une montre, mettre un budget publicitaire sur la table et la lancer. Ouais. Généralement, elles sont assez belles, plus ou moins, mais elles sont belles. Elles sont assez fiables et pour la plupart ont des coûts très bas. Donc dans ce concept-là, il fallait quoi? Il fallait que nous ayons une personnalité. En fait, quand les commandes de bateaux de guerre, quand les fabrications de bateaux de guerre a cessé et a diminué, nous avions la question de nous dire qu'est-ce qu'on fait? Alors, partir dans une nouvelle monde pour nous, une marque qui était très peu connue du public puisque nous travaillons depuis des dizaines et des dizaines d'années avec l'armée et le ministère de la Guerre. Donc on avait la question qui était crue et très dure à régler. Donc nous avons dit, il faut garder notre personnalité. C'est la seule chance et le seul appui solide et fiable qui était à notre disposition. J'ai fait la remarque, comme beaucoup d'ailleurs, sur une plage où j'étais l'année dernière, en Corse. Et donc j'ai remarqué dans la petite paillote qui nous donnait une salade, et un bon verre de rosé d'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des gens avaient une Rolex. Je trouve ça merveilleux, c'est une très belle montre, extraordinaire même. Mais je ne vois pas où est la personnalité de quelqu'un de porter la montre de tout le monde. Et nous avons pensé que porter une montre qui se distinguait du public, de toutes les montres faites, attirerait les amoureux de la marque et ceux qui voulaient se personnaliser, puisqu'en fait pour les hommes, qui n'ont pas boucle d'oreille, qui n'ont pas de collier, qui n'ont pas de bracelet, il y a la montre ou un stylo, point. Et nous avons décidé de reprendre les modèles que nous faisions pour l'armée et de les actualiser, les mettre un peu plus au goût du jour. Ok. Avec mon fils Laurent, Oui. qui fait partie de la société. D'ailleurs, on reviendra sur cette affaire familiale. Donc, il a repris les modèles, il a fait un nouveau look, et nous sommes repartis avec un nouveau chrono type 20 flyback. Et ça, c'était en quelle année, Claude? Ça, c'était au début des années 2000. Ouais. Donc ça, c'était le chrono flyback type 20. 42 mm. Voilà, qui est, on va dire, toujours au catalogue de la marque, mais qui est en fin de vie et qui a été remplacé par le Flymaster. Exactement. Okay. Il n'a pas été remplacé, il vient en parallèle, puisqu'en fait, elles n'ont rien de commun. Une fait 42 mm, l'autre 39, donc
c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Oui. Et on lui a donné un look, des couleurs, tout à fait quelque chose de différent. Et puis après, nous avons eu des contacts avec la Spirotechnique, Oui. qui est la filiale qui travaillait avec le commandant Cousteau. Oui. Et pour eux, nous avons conçu la montre Spirotechnique à l'époque. Et nous avons fourni plusieurs milliers d'exemplaires à cette société. Et là, on était avec la Spirotechnique. Donc là, c'est un autre, voilà, c'est un autre volet de l'histoire de la marque Auricoste. Ces plongeuses Auricoste Spirotechnique, on était également dans des montres de dotation pour des militaires, ou alors on était dans tout ce que symbolise le commandant Cousteau, c'est-à-dire l'exploration marine. Donc c'était l'exploration civile ou c'était les plongeurs de l'armée? Alors au départ, on l'a faite pour le commandant Cousteau, pour Ouais. la Spirotechnique. Okay. Le commandant Cousteau, tout le monde le sait, c'est le commandant qui a inventé le scaphandre autonome. Tout à fait. Donc les scaphandriers avec les gros boulons, c'est fini, et c'était remplacé par le petit détendeur Tout à fait. qu'on voit actuellement sur le dos des plongeurs. Et cette montre a été référencée de telle qualité que la marine s'y est intéressée et nous a passé commande par l'intermédiaire de la Spirotechnique et de plusieurs milliers de montres. Là, on était en quelle année sur ce modèle? 82. 82 à peu près. Ouais. Tu en as amené une, Alexis? J'en ai amené une. Tu en as amené une? Justement, le modèle originel développé avec le commandant Cousteau et son équipe, qui est juste ici. Ouais, donc là, on a une plongeuse, j'imagine, déjà à l'époque, couronne vissée, lunettes unidirectionnelles. Quel était le niveau d'étanchéité? 200 mètres d'étanchéité, Ouais. et justement monodirectionnelle, parce que c'est une montre de plongée, justement. Ouais. Donc c'était tous les codes des montres de la montre de plongée, Ouais. avec quelque chose qui est spécifique à la marque aussi, ça va être la couronne à 16 heures, Ouais. enfin à 4 heures. Mhm. Ce qui va permettre justement de la protéger, que ce soit plus agréable. Et ce qu'on a gardé après sur la réédition de la montre de la Spirotechnique qu'on a sortie il y a une petite dizaine d'années maintenant. Oui. Ouais. Donc là aujourd'hui, les modèles Auricoste Spirotechnique, ils sont en acier ou en acier PVD noir, Oui. étanche à 300 mètres, et toujours avec la couronne à 16 heures, et on va dire cet épaulement qui permet de la protéger des chocs. C'est ça. On a repris le cahier des charges exact de l'époque, Ouais. qui était une lisibilité parfaite, Oui. une étanchéité. Par contre, on est allé un peu plus loin. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était 200 mètres, justement, mais on l'a passé à 300 mètres. Ok. Mais ça c'est donc cette Spirotechnique, Claude, relancée début 2000. En fait, ça faisait partie du relancement avec votre fils de la Type 20 de l'époque, puis de la Spirotechnique. Mais en fait, c'est une affaire familiale qui avance. Donc maintenant, Alexis a rejoint le navire, si je puis dire. Et donc, il y a des nouveaux modèles. Et donc là, il y avait le Type 20 d'époque qu'on a vu à ton poignet, Alexis. Un premier relancement, on va dire, il y a une vingtaine d'années. Et puis, de nouveaux modèles plus récents. Donc le Flymaster que vous avez au poignet, Claude. Et puis, de nouvelles plongeuses. Et là, je pense parce que, les amis, je sais quand même ce qu'ils commercialisent, Auricoste. Il y a la Scuba Master SM300. C'est ça? C'est ça. Ça a été relancé quand, ça? Ça a été lancé quand, pardon? Ah ben, c'était en 2021 également. Oui. Et donc, on a voulu, disons, sortir une plongeuse qui soit à la limite plus facile à porter que la Spirotechnique. Oui. Par son diamètre déjà. Donc on l'a ramené à un diamètre de 39 000 et on a mis sur cette montre des matériaux très recherchés à la pointe. À savoir que le verre bombé est en saphir, la lunette est également à saphir bombé. Donc on l'a mis bien sûr à 300 mètres avec une boîte nouvelle très esthétique, très affinée. Et donc, on a fait une nouvelle montre qui est d'une qualité égale, bien sûr,
mais disons qui est très agréable à porter, qui est très séduisante et qui plaît beaucoup. En faisant un clin d'œil aussi justement à nos anciens modèles au niveau de la couleur des index et surtout l'ancien logo de la marque avec la barre à roues en bleu sur le nom Auricost. Ok. Et donc celle-ci, elle n'a pas de déclinaison comme pouvait l'avoir à l'époque la Spirotechnique. Là, on est sur un modèle unique en acier avec qu'une seule référence. Une seule référence, boîte brossée, Ouais. en partenariat aussi pour les bracelets avec Avelemen, Oui. qui font justement, qui vont récupérer le plastique au fond des océans, Oui. qui modifient justement qu'en font des bracelets. Ok. Et pour Scuba Master 300 mètres, Ouais. on trouve que c'était un bon clin d'œil d'avoir une plongeuse Bien sûr. qui s'inscrit justement avec une marque aussi bretonne. Ok. Qui va... Ouais, sachant que cette Scuba Master et les Spirotechniques, elles viennent de mémoire dans le set fourni avec plusieurs bracelets. Ça peut être en acier, en toile, en atto, on va dire, oui. ou en caoutchouc. Ou en caoutchouc, ouais. Bah oui. C'est-à-dire que d'origine, c'était vraiment un bracelet métallique pour un maximum de résistance. Oui. Puis après, le NATO aussi très montre militaire. Oui. On reste quand même l'horloger de la marine. Ouais. Et il y a aussi le côté très agréable du NATO, comme on parlait tout à l'heure, comme on en parlait, sur le côté de l'accessoire de l'homme. Le NATO permet très facilement de changer de couleur, de s'adapter. Bien sûr. Et de, comme un tableau ou un cadre, rechanger sa montre. Oui, et puis NATO signifiant autant, s'il y a bien une marque qui peut légitimement se dire je mets un NATO pas simplement pour le look, le style, etc., mais aussi pour des raisons qui sont liées au patrimoine et à l'ADN de la marque, c'est bien Auricost. On est d'accord là-dessus. Alors justement, sur la partie, on va dire, militaire, Claude, Alexis m'a donné quelques petits tuyaux, etc. Donc j'ai appris que vous étiez lieutenant-colonel de réserve des mineurs, si j'ai bien compris, ce qui explique pourquoi dans votre catalogue il y a une montre déminage. C'est ça un peu l'histoire? Comment vous êtes venu à ce modèle? C'est le pur de hasard. Nous avons été contactés par un intermédiaire qui nous a mis donc en rapport avec les démineurs de France et qui nous ont demandé de leur personnaliser une montre de notre collection. Donc nous sommes vite tombés sur la Spirotechnique et nous l'avons adaptée avec un cadran, un fond et des aiguilles. Sur le fond, ils ont demandé à ce qu'on grave leur fameuse devise, à savoir que la première erreur est toujours la dernière. Et donc nous avons fourni les démineurs de France. Ils nous ont autorisé à vendre cette montre à notre clientèle privée et professionnelle, ce que nous avons fait. Et c'est une montre qui a beaucoup de succès, que les collectionneurs s'y intéressent beaucoup. Et donc, on est ravis d'avoir cette liaison avec les démineurs de France. Je rappelle là qu'on avait eu également dans ce genre de rapport avec l'administration et l'armée, nous avons fourni le 13e régiment de dragons parachutistes, unité d'élite qui s'est équipée avec nos chronomètres, un modèle qu'on avait fait spécialement pour eux. Et donc, on est content de ces contacts qui sont dus au sérieux de la marque, à la fiabilité, à leur référence militaire depuis toujours. Et ce qui attirera, je pense, les acheteurs de Auricost, parce que en achetant une Auricost, ils achètent un produit fiable, mis en permanence au goût du jour, surtout avec mon petit-fils qui arrive et qui apporte un sang nouveau à l'affaire. Et donc, ces modèles sont dessinés par Fabrice Guéroux, Oui. qui est attaché à notre maison et avec qui nous collaborons. Et donc, ils auront envie d'acheter une montre Auricost pour toute cette histoire, pour ce qu'elle représente, et parce qu'elle leur ramènera comme personnalité. Nous ne vendons pas des milliers de montres par an, donc les porteurs d'Auricost sont une grande famille, qui sont heureux de la porter par leur passion, pour la marque, par leur amour de la qualité, et fiable et surtout en rapport avec toute l'histoire française. Bien sûr.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, en train de manger une belle salade au soleil de Corse avec un verre de rosé et autour de vous et avec des Rolex. Effectivement, la trajectoire de Rolex ces 10 dernières années est presque devenue un symbole de différenciation, mais en fait, on ne se différencie plus. Avec une marque qui vend autant de montres chaque année, la différence vient plus de la singularité et du fait qu'on ne verra pas une Auricoste à tous les poignets. Et ça aussi, c'est un élément qui est quand même essentiel. Si on revient un peu sur l'histoire justement de la relation avec l'armée française ou avec les armées, quand est-ce que ça s'est arrêté, les commandes militaires? Ça s'est arrêté à la fin du siècle dernier. Oui. Donc en fin des années 1900, parce que les orientations, les budgets, la stratégie des achats, etc. a évolué. Et donc maintenant, disons que il n'y a plus de dotation. Ou alors, elles ne sont plus dans nos styles de montre mécanique, mais électronique. Bien sûr. On ne touche pas à l'électronique, donc en fait, nos rapports avec les administrations, et le ministère de la Guerre notamment, ont cessé à ce moment-là. Il y a toujours, j'imagine, des relations sur la présence des horloges de bord, sur le Charles de Gaulle, etc. Nous assurons tout le service après-vente, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour tous les navires étrangers, y compris les navires étrangers, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des horloges sur les bateaux de guerre. Bien sûr, bien sûr. Dans plusieurs pays. Ouais, donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri, sans aucune indiscrétion, dans la continuité de vos relations avec les armées, et notamment l'armée française, peut-être un jour d'avoir d'autres collaborations sur des modèles, parce que c'est quand même un marqueur d'un certain nombre d'autres marques que de faire je vais qualifier ça de montres d'apparat, c'est-à-dire on utilise un blason d'un escadron, d'une arme, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez ou vous aimeriez faire? Absolument, c'est prévu dans notre programme. Oui. Faire des montres personnalisées pour la marine, des régiments, de l'armée de l'air. C'est tout à fait prévu. C'est-à-dire que nous avons dans notre collection, qui n'est pas très grande, des montres ciblées, typiques. Et donc, il y aura toujours une montre de qualité à choisir. Et à ce moment-là, l'adapter à l'unité par son logo, par son... En étant pour parler, je ne peux pas le dire ici, avec d'autres organismes. Oui. Et j'espère que ça débouchera et que nous aurons des montres personnalisées pour ces unités. Voilà des choses passionnantes qui vont bientôt arriver. Vous avez parlé de montres électroniques. Effectivement, vous n'êtes pas dedans. Donc là, toute la collection actuelle, donc Flymaster, Déminage, Scuba Master, Spirotechnique, etc. Tout ça, ce sont des calibres exclusivement mécaniques. Ils sont pour la plupart à remontage automatique ou il y a un mix remontage manuel, remontage automatique? Non, pour le montage, pour le moment, nous n'avons pas de remontage manuel. Oui. Et nous avons uniquement des mouvements automatiques suisses. D'accord. La question du mouvement automatique, c'est que le mouvement a toujours une certaine épaisseur. Oui. Donc si nous voulons, comme nous avons décidé avec Alexis, sortir des chronomètres qui sont dans notre programmation avec une épaisseur moindre, il faudra nous orienter vers des montres à remontage manuel. Des mouvements qui se remontent, mais qui sont beaucoup plus plats. Bien sûr. Donc maintenant, la tendance est à des montres plus faciles à porter. Les gens maintenant veulent plus des grosses montres, ça a évolué. Ils veulent des montres qui sont agréables à porter, voilà, qu'on porte tout le temps, qu'on n'a pas envie d'enlever, comme beaucoup le font. En arrivant au bureau, on décroche sa montre. Voilà. Oui. Et donc il nous faudra peut-être arriver à des mouvements manuels. Ok. Et là, de mémoire, Alexis, donc là, vous avez des mouvements qui proviennent soit de chez ETA, soit de Sellita. Il y a une combinaison on va dire, de fournisseurs sur le sujet. Il y a une combinaison de fournisseurs totalement. On est sur des mouvements 28-24. Oui. Et pour les chronos, on travaille avec Dubois-Dupraz. Ok.
voilà, on fait un petit mix, comme tu dois le savoir, justement, ETA a été racheté. Mais, Donc on est principalement sur du Célita aujourd'hui. oui. Et après, par le futur, à savoir avec quelle, justement, manufacture on va travailler. Ah, eh oui, ça c'est aussi toute la, on va dire la magie et la beauté de l'industrie horlogère qui est faite forcément de secrets industriels et de choses après qui nous regardent pas forcément aujourd'hui. Donc là, les deux fers de lance à l'heure actuelle d'Auricoste, c'est Flymaster d'un côté, qui est donc la filiation des premières types 20 de l'époque. Et puis de l'autre côté, c'est la Spirotechnique ou c'est la Scuba Master? C'est quoi le... Montre de plongée, Ouais, si on peut dire. On a vraiment le côté aviation, oui, en tout cas avec la Flymaster, et le côté montre réellement plongée avec ce rapport-là. Et même, je vous dévoile une petite actualité, Ouais. j'en profite. Dans quelques jours, on va rester justement sur cet aspect aviation oui, pour aller justement à côté de la Type 20, pas sur un chrono, mais sur un outil de mesure, parce que la maison conçoit des outils de mesure, parce que pour un outil de mesure qu'on avait équipé pour l'avion de ligne français, qui était la Caravelle, oui. qui a été produit à un peu moins de 300 exemplaires. Et justement, on va ressortir un outil de bord qui avait équipé la Caravelle. Donc la Caravelle, si mes souvenirs sont bons, c'est le premier avion à réaction français. C'est ça. Donc qui était construit par qui? Par Dassault à l'époque, par C'était pas Dassault, je crois que c'était à Bordeaux, c'était dans les... Bon, ok. En tout cas, l'un des fleurons de l'industrie aéronautique française qui a forcément contribué à ce qui est devenu l'industrie française dans le domaine avec sa part dans Airbus, etc. Donc à l'intérieur, au niveau du cockpit, il y avait une horloge, et justement qui fournissait l'information sur l'heure. Donc là, il va y avoir un cadran, j'imagine. Je suis complètement impatient de voir ça. Un cadran qui va s'inspirer et ressembler à ce cadran qu'il y avait dans une Caravelle. Justement, le cockpit avait une couleur bien particulière, justement grise, un peu métallique, Ouais. qu'on va réutiliser en tout cas au maximum justement pour faire ce clin d'œil à cet avion de ligne mythique. Donc ça sort dans quelques jours. On est impatients, les amis. Est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'au Bourget, au musée de l'air et de l'espace, est-ce qu'il y a une Caravelle? Parce que s'il y a une Caravelle, Claude, Alexis, il faut organiser une soirée à l'intérieur de la Caravelle où on pourra aller essayer cette Auricoste. Elle va s'appeler comment, Caravelle? Ouais. Peut-être S'ils pas. explosent une Caravelle, bien sûr. C'est bon ça. Donc ça, c'est dans les tuyaux, ça sort dans quelques jours. On a bien compris, Claude, qu'il y avait des discussions avec des régiments, avec des escadrons, justement pour venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces projets-là, évidemment sans indiscrétion, hein, vous dites ce que vous pouvez dire, ces projets-là, ça va être de fournir une série limitée de 50-100 exemplaires réservés aux membres de ces escadrons ou de ces unités, et ou d'ouvrir la possibilité aux communs des mortels non militaires comme moi de pouvoir y accéder. Vous savez, personne n'est parfait. Hein. C'est ce que nous étudions actuellement. Vous savez, la stratégie d'Auricos, c'est de rester... On ne veut pas partir tous azimuts. C'est-à-dire que pour le moment, on ne s'est pas branché sur les montres civiles. Il en sort des dizaines toutes les semaines. Franchement, je ne sais pas comment font les revendeurs horlogers pour arriver à gérer leur stock. Ils sont obligés d'afficher et d'avoir en stock des nouveautés sans avoir écoulé toutes les anciennes qui sont abandonnées. Et donc, nous préférons rester dans cet ADN militaire, fiable. Et j'insiste beaucoup parce que reprenons la montre, la Caravelle par exemple, vous avez une pureté et une facilité de lecture qui est extraordinaire. Donc pour les aviateurs, il faut qu'en un coup d'œil rapide,
il faut qu'ils aient tout de suite le renseignement précis qu'ils veulent. Et donc on essaie de reporter tous ces indicatifs dans les montres que nous fabriquons. Et je pense que nous allons rester dans cette trajectoire en la faisant évoluer dans les diamètres, dans les modèles, dans les couleurs peut-être, mais en restant fidèle à des montres qui ont beaucoup de personnalité, qui restent des montres de collection, beaucoup de collectionneurs. D'ailleurs, elles prennent de la valeur. Les premiers modèles, on n'en trouve pratiquement plus. Et quand on les trouve, c'est à des prix qui dépassent largement la réalité. Bien sûr. Mais il n'y en a plus, c'est quand même une bonne référence. À la limite, on peut dire que c'est un bon placement. Bah, c'est clair que l'évolution du marché, justement, ces dernières années, avec, on va dire, l'explosion de la demande pour du vintage, là, évidemment, il y a un potentiel extrêmement intéressant pour Auricos, mais le propre du vintage, c'est que les ventes ou le produit des ventes ne rentre pas dans le P&L, on va dire, de la marque. Et justement, pour terminer là-dessus, quand vous avez repris Auricost au début des années 80, le marché et le fonctionnement du marché avaient absolument rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, puisque on était dans un monde où l'électronique n'avait pas encore tout balayé à tout point de vue, où la distribution, c'était le seul canal de vente de montres possible, avec à côté des éventuelles commandes militaires ou des commandes spéciales. Depuis 10 ans maintenant, et puis surtout ces 5 dernières années, l'accélération des ventes en ligne est plus que jamais importante. Avec tout le recul que vous pouvez avoir, comment vous voyez cette évolution justement de l'industrie? Parce que vous en avez parlé sur le boucher qui devient boulanger, hein, avec toute votre gouaille. Quel retour un peu historique vous avez de l'évolution du marché au sens large? Avec les données actuelles, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Donc, il faut être très prudent. Il faut laisser passer un peu, je crois, une grande vague de nouveautés dans tous les azimuts, à n'importe quel prix, à n'importe quelle couleur. Je pense que les gens, d'ailleurs c'est la preuve, pourquoi les gens reviennent au vintage? Parce qu'ils vont faire des valeurs sûres. Ils vont sur des valeurs qui ont fait leur preuve, qui prennent de la valeur, que les gens aiment et recherchent. Donc il faut rester, à mon avis, sur cette ligne, en la faisant évoluer bien sûr, mais il faut être très prudent et rester très fiable, très fidèle à la marque. Il faut garder notre ADN à tout prix. Ce sera la base, je pense, pour mon petit-fils, de s'occuper de ces choses-là. J'ai envie de dire qu'on pourrait résumer ça en Auricos, c'est la force tranquille, c'est la continuité dans le changement. Vous étiez là, Auricos, il y a 170 ans, vous avez repris la marque il y a plus de 40 ans, donc votre objectif, c'est pas d'essayer de capter l'air du temps, mais sans subir les atermoiements de la mode éphémère, avec un coup à gauche, un coup à droite, un coup bleu, un coup jaune, et tout ça, en fait, détruit un peu la ligne directrice de la marque. Oui, vous avez très bien défini, répondu à la question. Donc, c'est exactement ce que nous faisons et ce que je pense Alexis va continuer à faire. Là, on a de la chance aussi, c'est que justement la maison a une histoire familiale. Ouais. Ça s'inscrit justement avec mon grand-père, mon oncle, moi. Et il y a ce côté-là en disant chaque personne va essayer de sortir de sa zone de confort chaque génération. Et ce mix-là permet justement de parler, en tout cas à tout le monde, et d'avoir le savoir-faire de l'expérience et l'envie de la jeunesse aussi. Et alors, je te donne le mot de la fin, Alexis. Oui. Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? Tu te vois parler à l'arrière-petit-fils de Claude pour lui parler d'Auricos? Tu vois la marque où? Qu'est-ce qui est ton plus beau rêve? Ce serait quoi? D'avoir cette conversation avec, justement, en échangeant de fauteuils.
Ça serait une très belle histoire. Enfin, d'avoir, imaginons, justement, moi, mon petit-fils à cette place-là et moi à celle-ci. Eh ben, je vous accueillerai sur Dalichus, les amis. Claude, Alexis, merci beaucoup. On s'est régalé. C'est pas tous les jours qu'on peut retracer l'histoire d'une marque à partir d'une époque où le produit, c'était la clé de tout. Et le marketing et la communication étaient soit peu existantes, mais en tout cas n'étaient qu'un petit épiphénomène. Et ça fait du bien de comprendre que Auricoste était là il y a 170 ans, elle est toujours là en 2023 et que l'objectif c'est qu'elle soit toujours là encore en 2054, 200 ans après sa création. Je voudrais rajouter le mot de la fin si vous permettez. Avec grand plaisir. C'est que depuis 1854, Auricoste a été une affaire de famille. Il y avait Joseph Auricoste, Pierre Auricoste, c'était des gens remarquables. Pierre Auricoste était expert près des tribunaux. Et donc cette affaire de famille a cessé malheureusement à la fin de sa vie, au moment où il avait baissé les bras et où il m'avait demandé de reprendre le flambeau avec lui. Malheureusement, il est mort à la création de cette nouvelle société Auricoste. Et c'est là où j'ai repris le flambeau. Et j'ai réussi à rester une affaire de famille. Il n'y a personne d'autre qui a pu mettre des capitaux ou qui que ce soit dans la marque. Et donc je pense que ça reste une affaire de famille. C'est cher à mon cœur et c'est mon souhait le plus vif puisque mon petit-fils est à mes côtés maintenant. Merci. Merci à vous. Merci Xavier.